Oula, qu'est-ce que vous voulez, vous? Je voudrais le 22 à Asnières. Au début des années 70, en France, le téléphone est un objet rare. Pour l'avoir, il faut patienter pendant des mois. Les télécoms, c'est un monopole d'État, géré par une branche des PTT, la Direction Générale des Télécommunications, la DGT. Son image, des fonctionnaires pépères. Vous pensez que ça va être lent? Mais ça va changer. 1975, le nouveau président de la République veut un téléphone digne d'un pays développé. En quelques années, on rattrape le retard, on prend même de l'avance en adoptant les technologies de pointe. On imagine alors un avenir radieux, une société de communication dont la France serait le leader mondial avec ses centres numériques, sa télématique, sa fibre optique. 30 ans plus tard, ce grand rêve des télécoms françaises, qu'est-il devenu? Avec le mobile et Internet, le marché mondial des télécoms a explosé. La DGT est devenue France Télécom et maintenant, c'est une marque, Orange. 5e opérateur mondial, 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 20 milliards en France. Ces changements, eux, ils les vivent de l'intérieur. Véronica, sur une plateforme d'appel Orange en banlieue parisienne. Bruno Le Lignard, sur le terrain en Picardie. Mireille, directrice territoriale à Marseille. Luigi, manager de boutique à Paris. Et Karine, une ancienne manager qu'on n'a pas laissé continuer. Et puis Ndiata, architecte réseau pour Orange à San Francisco. Et Henri et son équipe, les télécoms du futur, sur le Tour de France. Ce qu'ils vivent, c'est le résultat de 30 ans qui ont fait d'une administration technique d'État une société multinationale. Bonjour, bienvenue chez Orange. Avant, on passait par les demoiselles du téléphone. Opératrice 15, j'écoute. Aujourd'hui, si on a un problème de téléphone ou d'ADSL, on est dirigé vers un centre d'appel. Ils appellent ça une plateforme. En 10 ans, 50 000 salariés de France Télécom ont muté du technique vers le commercial, une bonne partie dans ces usines du 21e siècle. Eux, on les appelle des conseillers clients, mais ils doivent profiter des appels pour placer des offres commerciales. D'accord. Et puis on va recommander un super mobile ensemble. Véronica a 30 ans, elle est chef d'équipe. Pas fonctionnaire, mais CDI. Sa prime dépend de l'efficacité commerciale de ses conseillers. Son travail, pas vraiment une vocation, mais ça lui convient. J'ai fait une première année de doc gestion et puis j'avais envie de travailler, donc j'ai postulé à un poste de conseiller client en intérim et puis j'ai été CDIsée dans le mois qui suivait. Le conseiller, ça peut être des étudiants, ça peut être aussi des personnes qui veulent avoir un premier job, donc ils font de l'intérim. C'est aussi des personnes qui font des BTS en alternance ou des DUT. Je pense qu'il ne faut pas aimer précisément la technique, mais il faut aimer le client. Il faut aimer la relation client. Il faut aimer avoir le casque sur les oreilles. Et pourquoi vous souhaitez modifier votre abonnement ? Il faut être aussi très patient, à l'écoute. Ça, c'est important. C'est vrai qu'on évolue quotidiennement et que le multimédia prend de plus en plus de place. Par exemple, le fixe, le mobile et l'Internet. Ça, c'est important de pouvoir aller à la recherche de tout ça. Je comprends. Ici, il n'y a pas que des jeunes. Véronica a un peu oublié les anciens. Là, ce que je vais faire, je vais surtout vous mettre en relation avec notre service technique. Dans son équipe, Sylvie, 50 ans, 30 ans de maison et fonctionnaire. Secrétaire dans un service technique, il y a 10 ans, elle a été reconvertie dans le commercial en plateforme d'appel. À une certaine époque, ça devait être dans les années 95 quand j'ai démarré, on était 50% de fonctionnaires et 50% d'intérimaires. Il y a eu moins de fonctionnaires. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas nombreux ici. Ça dépend en fait de ce que vous voulez. Du technique à la plateforme, Sylvie, c'est le résumé saisissant de 30 ans de mutation. Au début, il y a eu la grande épopée du rattrapage. Ses héros, les ingénieurs télécoms comme Mireille. Aujourd'hui, directrice territoriale France Télécom Sud-Est, elle est dans la maison depuis 1977. C'était des grandes années où on avait des objectifs qui étaient super concrets. C'est vrai qu'on n'avait pas besoin d'expliquer la stratégie de l'entreprise. C'était très très simple. Il fallait que tous les gens qui souhaitaient avoir le téléphone puissent l'avoir. Mais c'était une époque où c'était quand même beaucoup plus facile puisqu'on pouvait tout prévoir. Notre chiffre d'affaires était quand même assez prévisible. On n'avait pas de part de marché, on avait 100% des clients qui étaient chez nous. Et les tarifs, on n'avait pas à les comparer à ceux des concurrents. C'était vraiment la course à la satisfaction des clients, qu'on n'appelait pas clients, qu'on appelait usagers.
Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment un grand souffle dans l'entreprise à ce moment-là. Avec cet aspect qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui est de participer à des changements importants pour la société. C'est-à-dire qu'on avait vraiment, on n'avait pas d'inquiétude sur notre utilité, quoi, en clair. Hein. On ne se posait pas la question de à quoi on servait le soir en rentrant. Savez-vous combien il y avait de numéros de téléphone en France il y a 20 ans? 3 millions. Oui. Et depuis que de chemin parcouru, car aujourd'hui nous en avons... 23 millions. Elle sait tout. Et cette extraordinaire progression va continuer, car avec tous les nouveaux services du téléphone, dans 5 ans, il y en aura... 27 millions. Et 10 ans après, 40 millions. Autre héros de ce miracle des télécoms, les lignards, techniciens de base mais fonctionnaires, une véritable aristocratie ouvrière. C'est une espèce en voie de disparition. Bruno est l'un des derniers spécimens. Aujourd'hui, il n'installe plus les lignes, il intervient après le centre d'appel si ça n'a pas suffi. Ça va ? Je suis arrivé à France Télécom en 1990 et j'ai passé un concours pour devenir fonctionnaire. C'est le boulot par lui-même qui m'a attiré vers France Télécom. C'est pas n'importe quelle boîte. C'est vrai qu'il faut aimer les nouvelles technologies, il faut essayer de s'adapter au mieux, mais ça évolue à une vitesse tellement rapide qu'on a du mal à suivre quand même. Je te rentre mon dérangement d'hier. Il a viré la balise RC3 pas de vendredi. Donc tout est OK, c'est bon. Merci, au revoir. On ne peut pas nous garantir un emploi dans 6 mois ou dans 1 an, ils ne savent pas. C'est ça aujourd'hui le stress qu'on a à France Télécom, c'est ça. On a des indications sur l'heure de travail. Hein. Donc là, apparemment, ils ont essayé de muter plusieurs fois et ils n'arrivent toujours pas à faire marcher l'abonné, donc je me rends sur place. Au départ, je pense que le premier intervenant, ça va être un sous-traitant, mais ils ne sont pas équipés non plus à 100% pour dire intervenir sur des dérangements comme ça. Donc il n'y a pas les appareils que nous, on a. Enfin, c'est quand même un appareil qui vaut 7 600 €, donc tout le monde ne sera pas doté, je pense. Les derniers des lignards ne sont plus de vrais lignards. Comme un peu partout à France Télécom, le métier a changé, la culture a changé. On travaillait souvent en binôme, et quand on avait des travaux assez lourds, on demandait des renforts à une autre équipe, donc on se retrouvait facilement à 4, voire à 6. C'était une très bonne ambiance, c'était bien vivant. On était 18 dans le service. Aujourd'hui, à 95%, on sous-traite les dérangements basiques. Donc on n'est plus que 2. Eh ben, il devrait plus être pro. Hein. Aujourd'hui, on nous demande d'être plus technique. Hein. Les sous-traitants ont repris la partie téléphone classique, on va dire, et les dérangements plus complexes, c'est revenu à certains techniciens chez nous. Il faut évoluer avec son époque. Hein. Tout le monde n'évolue pas dans ce sens-là, quoi. Parce que bon, il y a des gens qui ont... La moyenne d'âge à France Télécom est quand même relativement élevée. Hein. Elle doit tourner autour de 48-49 ans. Hein. Vous avez quel âge ? 42. Autre changement dans les métiers et les cultures, avant il y avait des agences commerciales, aujourd'hui ça s'appelle des boutiques, comme celle-ci, dans un quartier très concurrentiel. Luigi a 37 ans, 10 ans de France Télécom. D'abord télévendeur, puis vendeur. Ça fait 5 ans qu'il est responsable de boutique. On dit manager, tout un programme. J'ai commencé ma carrière professionnelle par la vente, donc je suis un commercial dans l'âme, entre guillemets, et j'aime aussi tout ce qui est multimédia. Aussi, on vit à Paris, on a la chance d'avoir des clients qui sont très demandeurs de tout ce qui est usage, haut de gamme. Les clients veulent de la nouveauté, ils veulent des choses qui fonctionnent bien, des choses qui claquent, entre guillemets. J'aime bien sentir qu'on vit, bon, c'est le cas. À la boutique ce matin, il y a Stéphanie, 27 ans, vendeuse, et aussi Pascal, à la fois responsable du stock et coach, carrément. En fait, il explique aux clients comment ça marche. Un peu triste pour cet ancien technicien dur et pur. Recruté en 91, comme Bruno, l'un des derniers contingents de fonctionnaires télécom, il était devenu formateur en système de transmission. On était vraiment une équipe soudée. Et que sont devenus les autres ? Un peu comme moi, ils sont un petit peu éparpillés. Il y a des services qui sont supprimés, donc il faut retrouver un autre endroit pour travailler. Donc il y a des restructurations, donc on est obligé de s'adapter, réapprendre à notre métier.
Donc, certains sont vendeurs. Si on fait quelque chose qu'on aime bien, donc ça passe tout ça. Hop là, on est prêt. On a fait l'inventaire, on a ouvert la caisse, donc on va partager quelques infos ensemble et puis se donner des forces pour démarrer la journée. Avec le sourire et tout. Puisqu'Alfred est là, on peut commencer. Une nouvelle offre, c'est l'offre déménagement. C'est surtout le maintien du numéro et les frais d'ouverture de numéro. Voilà, nickel. Donc, annonce du nouveau numéro. Ou annonce du nouveau numéro. Si on n'est pas sur la même zone de numérotage. Donc ça veut dire qu'un client qui habite dans Paris, qui déménage dans Paris, il peut conserver son numéro. Voilà, c'est plutôt sympa. Merci à tous de votre attention. Merci. Il nous reste quelques minutes pour mettre en place les bécanes, tout ça, nous habiller. La tenue, le gilet, le badge. Le badge. Pas tout ce qu'il faut. Et voilà. On est prêt. On y va. Ce matin, il y a aussi Alfred, 50 ans, fonctionnaire et même ancien lignard. Tirer du câble, ça ne prédispose pas au commercial et pourtant, Alfred, c'est le meilleur vendeur. Et pas seulement de la boutique. L'espace vendeur. Regarde l'espace vendeur. Et en ce mois-ci, comme il y a un challenge depuis le mois de mai, et là je me bats pour finir parmi les 4 premiers parce qu'il y a un beau voyage à gagner. Et là, aujourd'hui, je découvre que je suis 3e. Alors j'ai de la chance, j'ai une chance de partir. Le commercial a des attraits que n'avait pas la construction des lignes. Pas seulement les challenges comme ce week-end en Tunisie. Tous les mois, il y a les primes de rendement. J'ai trouvé. Elle va avoir un beau téléphone. Ah, mais c'est gentil. Je peux envoyer un SMS. Ah oui, il n'y a pas de souci. Un peu plus tard, c'est la pause déjeuner sous la houlette du manager Luigi. L'occasion pour Alfred d'expliquer sa reconversion. Lui et Mélanie, des PTT à Orange, c'est vraiment 2 générations. Moi, je suis arrivé à France Télécom en 78 comme agent technique de première classe. C'est-à-dire que je travaillais dans les égouts, je travaillais plutôt dehors. Alors finalement, à un moment donné, j'ai pas trop aimé, vu que je viens du soleil, des Antilles, alors le froid, ça me posait des problèmes. Et du coup, j'ai passé un examen supérieur, ça veut dire agent d'exploitation, dont j'ai été recruté dans un bureau comme technicien. Et du coup, j'ai travaillé quelques années, je pense 15-16 ans là-bas. Il y a un moment donné, il y a eu trop de gens au bureau. Orange a voulu justement diriger les collègues vers la vente et c'est ce qu'ils appellent le déploiement. Personnellement, je voulais faire la vente, mais effectivement, il y a d'autres collègues qui ne voulaient pas perdre leur manie, leurs habitudes. Alors c'était très terrible ce départ. Enfin, moi, de mon côté, c'était la chance et d'autres, c'était peut-être le malheur. J'ai pas vécu les changements comme Alfred, les PTT, France Télécom. Enfin, je suis arrivée, tout était déjà sur un plateau. Moi, je trouve que c'est plus valorisant de vendre des services internet, téléphone. On a des connaissances que les clients n'ont pas et forcément, je trouve ça valorisant, quoi. Il y a un truc, je sais pas si les gens comprennent vraiment ça, mais quand tu as le sourire, en fait, déjà, et d'une, tu peux obtenir plein de choses. Ouais, mais c'est tellement plus agréable de vivre avec quelqu'un qui a le sourire. Et même dans ta famille, hein. Quelqu'un qui fait. Ouais. On est content de bosser dans une enseigne qui attire autant de clients. On est formé d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'école de distribution. C'est une formation qui nous donne beaucoup la possibilité d'accueillir le client, de savoir comment accueillir le client, savoir vendre. On est formé. C'est ça qui vient chez Orange d'ailleurs, ces formations-là. Chez Orange, tu dis toi? Ouais, France Télécom, voilà. Mais c'est pareil, c'est la même maison, il y a Orange, France Télécom. C'est vrai qu'Alfred, des changements, il en a connu. PTT, France Télécom et Orange, hier, aujourd'hui et déjà demain. Après l'époque glorieuse du rattrapage et de la construction du réseau, dans les années 90, la déréglementation est passée par là. Certains disent la libéralisation. En 86, on commence à nous expliquer qu'il faut que le statut change, qu'on ne peut pas rester une administration d'État rigide, etc. Que le statut de la fonction publique, c'est un carcan et qu'il y a des garanties qu'il faut accepter d'abandonner pour que l'entreprise croisse et embellisse. À l'époque, je crois en plus que ce message est bien passé. Première étape, les télécoms sont séparés de la Poste. La DGT devient un établissement public qui prend le nom de France Télécom. C'est pour beaucoup l'abandon du service public. C'est le début du changement de statut de France Télécom. Et à la fin de ce cycle, dans les années 92-93, eh bien, il y a l'inquiétude qui commence à germer. Et on se dit peut-être qu'il nous amène vers un modèle économique
dont on ne veut pas. L'ouverture totale de la concurrence est prévue pour le 1er janvier 1998. Donc il est clair qu'il y a des changements à faire. On ne peut pas imaginer que le monopole puisse ne rien changer et affronter la concurrence sans dommage, si vous voulez. Ma feuille de route, c'était de changer le statut de l'entreprise pour en faire une société anonyme, de la conduire à la bourse et de la préparer à la concurrence. Et ça, je l'ai dit aux salariés d'emblée. Je ne leur ai pas caché que j'étais là pour ça. Et le changement, ça marche. L'État reste actionnaire majoritaire, de nombreux salariés aussi deviennent actionnaires. On y va. France Télécom est une formidable entreprise technique, mais la culture maison, c'est plutôt conseiller le client, pas l'écouter. Affronter la concurrence, c'est privilégier le commercial, une véritable révolution culturelle. Deuxième révolution, la finance. France Télécom est déjà bien développée à l'international, mais dans les télécoms, la fin des années 90, c'est les années Monopoly. On achète à tour de bras les licences pour les mobiles et les opérateurs télécoms. En 2000, France Télécom achète le britannique Orange. So, ladies and gentlemen, thank you very much to be there. 40 milliards d'euros. Et puis 2002, des acquisitions trop chères payées, plus les déboires de la bulle Internet, l'action France Télécom s'effondre, la dette atteint la somme astronomique de 70 milliards d'euros. France Télécom, à cette époque, avait un résultat opérationnel relativement récurrent, de l'ordre de 16 milliards d'euros. Donc c'était une dette qui était tout à fait supportable. C'est une dette qui était supportable pour une boîte qui dégageait autant de cash. Mais en revanche, cette dette lui retirait toute mobilité, puisque là, elle ne pouvait plus que se consacrer à la payer et à la rembourser. La morale de cette histoire, c'est qu'une entreprise publique qui est privatisée risque de se casser la gueule. Alors, après l'époque du Monopoly, vient celle de la rigueur. 2003, on revend, on redresse, on repositionne. Aujourd'hui, face à la concurrence, une nouvelle stratégie, le rebranding. France Télécom devient Orange, la même marque pour vendre à la fois le téléphone, Internet et la télévision. Il y a aussi le plan de redressement, réduction des effectifs. Pour 2006-2008, sur 120 000 salariés français, dont 90 000 fonctionnaires, 22 000 départs volontaires. Mais aujourd'hui, on ne part plus à la retraite à 55 ans et il en reste 11 000 à faire. La direction territoriale Sud-Est, c'est 7 500 salariés. En ce moment, Mireille bouge beaucoup dans tout son territoire pour porter la bonne parole du plan de redressement. C'est Mireille. Puis je voulais te dire quand même bravo pour les 100% de PABX. Ah oui, t'as vu un peu? Ouais, ça fait plaisir quand même. Putain, c'est la première fois depuis qu'il y a une agence, disons. Tu te rends compte? Oui, et puis d'avoir dépassé l'objectif de casse avant la fin du mois, plutôt que de nous faire transpirer là, sur la dernière semaine. C'est quand même... on n'a pas fini, là, je pense qu'on va faire mieux, de toute façon. Et juste les il faut faire attention quand même maintenant que les poursuivent bien, en résumé. Ils n'ont pas les compétences, alors qu'est-ce que tu veux? Ouais, tu au moins t'es carré. On peut pas leur en vouloir, dans la mesure où la noria des cadres a commencé, les mecs sont dans un état d'esprit pourri, je veux dire. Ils se regardent les uns les autres, là. Il y a deux soucis dans ce qu'il expliquait là. Il y a le souci de monter en compétence puisqu'on a des métiers qui changent beaucoup. Donc ça veut dire dans nos équipes aussi de techniciens entreprises, une montée en compétence qui est quand même solide. Et en même temps, nous ne recrutons que très peu en ce moment. Donc on a quand même la fierté et le travail, parce que c'est du boulot, de faire évoluer très fortement les compétences de nos salariés. En même temps que les équipes diminuent. Bruno en est l'illustration parfaite. Il travaille seul, ici dans un petit central de village. Ça s'appelle un répartiteur. C'est là qu'il commence son enquête sur la ligne ADSL qui ne marche pas. Alors je vais faire des mesures électriques après pour voir s'il y a des défauts électriques. Parce que apparemment c'est plus grave que je pensais. Il n'y a pas qu'un problème de perturbation pour la DSL, il y a aussi des problèmes électriques sur la ligne. Bonjour à tous. Il faut que vous soyez ambitieux. Ce jour-là, Mireille intervient devant des responsables d'unités d'intervention, un secteur particulièrement visé par le regroupement des sites et le dégraissage des équipes.
La performance économique, ça passe par des managers comme vous qui sont pas fatigués le matin et enthousiastes pour mener toutes ces transformations. Et puis une professionnalisation de plus en plus importante de nos équipes. Et puis c'est de donner les moyens aussi à ceux qui ne veulent pas se projeter dans cette évolution, de pouvoir quitter le groupe s'ils le souhaitent dans des conditions qui sont positives. Ça ne nous a pas empêché, le fait d'avoir des fonctionnaires, d'annoncer un plan de départ de 22 000 personnes. Il faut savoir qu'on en a fait 11 000 l'année dernière, grâce bien sûr à toutes nos mesures d'accompagnement qui n'existent pas cette année. Quelqu'un de RH, du groupe RH, nous a dit que les analystes financiers étaient sensibles à la capacité à France Télécom à réduire les effectifs et que si cet objectif n'était pas atteint, on nous a laissé entrevoir un plan B. Pour l'instant, notre projet tel qu'il est, et c'est un choix important de l'entreprise, c'est pour ça qu'il faut le porter sainement, c'est sur la base du volontariat et sur la possibilité de retour, tout ce que nous faisons. Donc, c'est 2 points qui me semblent majeurs et sur lesquels notre président et toute l'équipe de DRH s'est engagée. C'est avec eux, c'est là-dessus qu'on ira, à mon avis, sans trop de plan B. Voilà. Après, si on n'y arrive pas, si le chiffre d'affaires n'est pas là et si tout ça, il y aura sans doute une autre stratégie qui sera menée. Je compte sur vous pour nous aider à mener ces transformations en les expliquant aux équipes et en les dédramatisant, parce qu'on est une entreprise quand même sympathique en interne et qui accompagne bien aussi ceux qui souhaitent avoir d'autres projets. Merci. Premièrement, il y a pas de poste à 35 euros. Si vous recherchez 6e mois, ça continue. Dans le commercial, pas de compression, mais la pression du chiffre. Au même moment, à la boutique, visite du chef de secteur et bilan d'activité pour Luigi avec son adjointe Solène. Alors, votre mois de juin? On a fini à 150% d'objectifs. Ok, à l'intérieur, vous avez vu un peu votre répartition? Et alors? On a noté qu'on a encore une marge de progression. Ouais. Enfin, aujourd'hui, t'es pas forcément à 100% proactif sur l'OBS. Encore. Alors que sur les offres tarifaires du fixe, c'est là où on doit pouvoir gagner. Donc on a encore une vraie marge de progrès là-dessus, sachant qu'on était plutôt un petit peu en retard sur les autres mois, donc on a décollé. Donc la grosse force de ce mois-ci, c'est qu'on est reparti dans des taux de placement plus qu'honorables, 3,7. C'est-à-dire que vous avez réussi à prendre 7,3 clients par jour, donc ça c'est super. Mais bon, on retient que c'est une marge de progression, on l'entend et on est prêt, on va faire ce qu'il faut. Pour elle, la pression a été maximum. On l'appellera Karine. Elle n'est pas marseillaise, bien qu'elle se trouve ce jour-là sur le Vieux-Port. Entrée au Télécom dans les années 70, elle a passé des concours, elle est devenue cadre technique, puis, comme Luigi, manager de boutique. On venait de lui en confier une dans un centre commercial. La pression, elle était continuelle, elle était sur des mails, elle était sur des SMS, avec un contenu d'SMS vraiment du style, faudrait peut-être enlever les roues pour pouvoir décoller. Faudrait peut-être arrêter de lambiner, réveillez-vous. Voilà. Donc je veux dire que c'était une pression continuelle et quelque part, on n'en sortait pas indemne de cette pression. Parce qu'aujourd'hui, dans le commercial, c'est vrai qu'on se polarise sur les résultats. Objectif, résultat, objectif, résultat. Il n'y avait pas de solidarité entre les managers. On est seuls avec ses vendeurs et on est tous concurrents les uns des autres. C'est-à-dire entre la boutique à tel endroit et la boutique à tel endroit, on est à la fois concurrents et adversaires. Karine attendait une promotion. À la place, après des semaines de traitement de choc de la part de son jeune chef de secteur, son directeur opérationnel la convoque et lui annonce brutalement: la décision est prise, la boutique ne crache pas suffisamment. Et moi, j'ai besoin que cette boutique crache. Donc, en accord avec le chef de secteur, tu ne fais plus partie de la boutique. J'ai été dans un état de profonde humiliation, j'ai pas compris. Voilà, pendant un certain temps, j'ai pas compris. La niaque, je l'avais. Quelque part, on m'a assassiné. C'est d'abord le placard, un service où elle n'a rien à faire, un bureau dans un sous-sol. Karine n'en peut plus. Elle apprend alors que d'après le plan social, elle peut partir à la retraite à 49 ans. J'ai été reçue à plusieurs reprises par les ressources humaines. Oui, mais tu sais qu'avec l'ancienneté que tu as, plus tes 3 enfants, tu peux partir en retraite. Je faisais partie de ces personnes qui étaient dans les critères pour pouvoir partir. Aujourd'hui, je peux dire et témoigner que j'ai pris ma retraite en 48 heures. Et je pense que c'était prémédité. C'est ce qu'on pense à Sud Télécom. Karine n'est pas un cas isolé. En juin 2007, des syndicats ont lancé une enquête sur les mobilités forcées à France Télécom. Sur Internet, d'ailleurs très vite, tous les ordinateurs du groupe ont été empêchés d'accéder au site.
Pendant tout un temps, le sport national à France Télécom, c'était de chercher les gens qui avaient eu 3 enfants et puis de leur dire, mais vous pouvez partir en retraite. Oui, mais j'aurais rien. Eh bien, on est prêt à vous donner un coup de pouce. Enfin, on leur disait que franchement, s'ils restaient, ils allaient avoir une vie terrible à France Télécom. C'était vraiment, ils auraient peu de perspectives, etc., qu'il fallait qu'ils partent. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de plan social, plus de pré-retraite et apparemment d'autres méthodes. Je prends l'exemple d'un cadre, il est convoqué par son supérieur hiérarchique, qui lui dit, voilà, ton service est supprimé, en tout cas est rattaché à un autre service, ton poste est supprimé, tu as 6 mois pour trouver du travail. C'est-à-dire que c'est pas France Télécom qui va trouver du travail au cadre, on lui dit tu te débrouilles pour trouver. Dans France Télécom, éventuellement dans une filiale, éventuellement aussi dans la fonction publique, puisqu'il y a une possibilité maintenant de quitter France Télécom pour aller dans une autre administration, dans une fonction publique. On pourrait dire que cette situation-là, c'est la concurrence, c'est la pression mondiale, planétaire, qui fait qu'on est obligé de faire des gains de productivité, etc. Mais ce qui nous inquiète là, c'est qu'on a l'impression au contraire que c'est un système qu'a mis en place la direction de France Télécom à des fins de suppression d'emplois, qui sont ce qu'on appelle les suppressions d'emplois boursières. C'est-à-dire pour faire remonter l'action, on annonce 22 000 suppressions d'emplois. France Télécom est devenue une entreprise boursière, et là on a le sentiment que le personnel est avant tout une charge dont il faut se débarrasser. Juin 2007, l'État français cède encore 7% de ses parts de France Télécom. En gros, il n'a plus que 25%. Le plus gros actionnaire après lui, ce serait un fonds de retraite américain. Ah bah non monsieur, faut pas réagir comme ça. Et le salarié lambda là-dedans. À Ivry, c'est la pause pour Véronica et son collègue chef d'équipe Cécile. Il est évident qu'il y a une routine qui s'installe et qu'au bout d'un moment, le travail devient fastidieux. Bonjour, bienvenue chez Orange. Il faut avoir l'occasion de pouvoir se renouveler. Et ces occasions-là, il faut pouvoir... soit il faut qu'on se les crée, soit il faut qu'on nous les propose. Forcément. Conseiller client, c'est difficile parce que c'est un métier où le timing est régi à la seconde. C'est-à-dire qu'ils sont derrière leur casque, ils sont derrière leur ordinateur, l'appel arrive, et puis il y a des timings de productivité à respecter, ce qui est logique. Pour conclure, est-ce que vous êtes satisfaite, madame, de mes explications, de notre entretien? Donc ils ont 10 minutes de pause toutes les 2 heures, mais entre ces laps de temps, l'activité est régie à la seconde, ils ne sont pas maîtres de leur temps à la seconde près. C'est comme tous les boulots, quoi. Il y a des trucs passionnants, puis il y a des trucs chiants. Les trucs chiants, c'est la pression des actionnaires, les trucs chiants. C'est le fait qu'on va vers un truc qui est complètement... où si on a fait 18-7, il faut faire 18-9, et puis après il faut faire 19-4, et puis 21-6, quoi. On est toujours le nez dans le guidon, on est toujours... Et puis il faut produire plus avec moins, plus avec moins, plus avec moins. Qu'on m'a dit que c'était gratuit. Effectivement, puisque là je vois que le montant de votre dernière facture s'élève à 138,57 €. Et je pense qu'il y a vraiment pire ailleurs, vraiment. Malgré tout ça, c'est quand même une boîte qui est relativement humaine, quoi. On s'est pas viré du jour au lendemain ici à Orange. Moi je suis pas fonctionnaire, qu'on soit fonctionnaire ou pas, c'est pareil, on va pas se faire dégager du jour au lendemain, etc. Donc c'est une boîte quand même qui reste, il y a une tradition, quoi, derrière tout ça. Magique. Pour rester dans ce métier où il se sent libre, Bruno s'est battu, d'abord en piochant des infos sur Internet, ensuite en suivant des formations maison. Là, je vais faire un essai de ligne. Je suis sûr déjà que je suis sur le bon client. Donc là, avant, on n'a plus une personne à distance qui nous faisait un essai sur un robot avec les ordinateurs. On a accès directement aux bases de données avec celui-ci. L'avantage de celui-ci, c'est la nouvelle série. C'est qu'on peut se mettre une liaison ADSL. Là, vous voyez, j'ai la tonalité, je peux téléphoner et tout. Mais par contre, la DSL est perturbée. Avec le temps, ça se dégrade. Comme quoi, on a encore du boulot pour remettre en état tout ça. Voilà le grand problème des années à venir. Le réseau en cuivre construit à la grande époque du rattrapage se dégrade. Pourtant, c'est lui qui a permis les grandes réussites des années 80. L'âge d'or des télécoms françaises, l'épopée de la télématique française, l'annuaire électronique, le Minitel. Mais déjà à cette époque, on le savait, pour les services du futur, il faudrait plus costaud, des autoroutes de l'information. On lui avait trouvé un remplaçant, la fibre optique. On avait fait un réseau expérimental à Biarritz et le nouveau pouvoir socialiste était en quête de grands projets culturels et industriels. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Dans l'enthousiasme, on avait lancé le plan câble. J'aperçois le début d'une phase industrielle dont j'attends beaucoup. Vous savez,
mieux que personne que la compétition mondiale est rude. Le plan que nous avons lancé devrait nous permettre de disposer d'une technique dont les enjeux économiques seront si importants que cela contribuera, je le crois, utilement au redressement national. On allait câbler les villes, puis on les raccorderait entre elles, ainsi naîtrait le réseau du futur que le monde entier nous envierait. À la fin des années 90, Mireille a connu les désillusions du plan câble. Elle était directrice régionale à Montpellier, ville câblée. La production de contenu à l'époque quand même coûtait cher. Les télés locales, c'était compliqué. Donc c'est tout ça aussi qui était derrière. Il n'y avait pas que la technologie, il y avait aussi les usages des services qui n'étaient pas encore forcément au même niveau qu'aujourd'hui, enfin qui n'étaient certainement pas au même niveau qu'aujourd'hui. En résumé, le marché n'était pas mûr, fin du plan câble. Et pourtant, ce jour-là, Mireille est avec son équipe projet FTTH. C'est de l'anglais, la fibre optique jusque chez soi. Aujourd'hui, Internet et la multiplication des chaînes de télé ont préparé le marché. Les ingénieurs peuvent à nouveau rêver avec la fibre optique. C'est cette petite fibre qui va porter du 100 mégas. 100 mégabits. 100 mégabits, en résumé, jusque chez un client grand public, lambda. C'est beau quand même. Si c'est le raccordement des clients, on a intérêt à aller dans les très grands immeubles. Mais les temps ont changé. Du temps du plan câble, on ne se préoccupait pas trop du coût. Aujourd'hui, c'est la rentabilité avant tout. La fibre, ce sera dans les villes, pour les quartiers où la demande ADSL est forte. 26 000 logements et 900 immeubles, quoi. Mais que fera-t-on des villages de Picardie ? Ce sera le job de Bruno qui, pendant ce temps, a progressé dans son enquête. Pour monter au poteau aujourd'hui, plus de griffes aux pieds ni d'échelle, il a appelé à la rescousse son collègue avec une nacelle. Le câble, c'est un vieux câble. Les fils sont parallèles, donc ça fait parasite, ça fait antenne. Ouais. Et il est à côté il doit y avoir une antenne orange, non, dans le coin, tu sais pas. Parce que le câble aurait dû être changé déjà à l'époque. Donc on a une mauvaise qualité de service. C'est pas normal, ça. Le réseau mobile amène des parasites électriques et il faut changer les vieux câbles. Du boulot en perspective pour Bruno, car pendant ce temps-là, à la boutique, on vend à tour de bras. Aujourd'hui, je vous propose de ne pas payer l'abonnement, d'avoir une vitesse supérieure de 8 mégas avec la télévision et les appels illimités ici pour 39,90. Parce que de New York, c'est pour le même prix. Pour le même prix, vous avez... Pendant ce temps, Bruno a éloigné la ligne à problème de la perturbation en la transférant sur une autre paire de cuivre. Ça, à court terme, si ça marche, l'abonné est sauvé. Ouais. Bon, on va attendre que la synchro arrive en cours. Et là, ça décroche plus, donc c'est bon. Bonjour, bienvenue sur conférence téléphone d'Orange Business Service. Vous entrez en conférence. Allô ? Bonsoir Mireille. Bonsoir. Pendant que notre lignard rafistole son réseau, Mireille s'attelle à une tâche désormais presque quotidienne. Les restructurations, c'est une profusion de cas particuliers. Voilà, c'est une liste de toutes les couleurs, donc j'ai essayé de mettre un espèce de code couleur en fonction du devenir des gens. On a trouvé qu'il avait le profil pour aller sur la plateforme Hotline. Donc je n'ai de plateforme. Oui, enfin avec un point d'interrogation, mais pour l'instant on a imaginé qu'il avait le profil. Mission récla à l'AE. Nelly, donc c'est point d'interrogation. Exactement, c'est le deuxième. Il y aurait le profil pour aller à l'ED. Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Prenons un peu de recul. Quel âge il a et qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est bien embêtant parce qu'il ne voyait pas ailleurs qu'à la formation. Oui, après, mais... il y a, c'est vrai... Et quel âge il a? 53 ans, sa formation. C'est le mauvais signe. Auparavant, il était responsable... Non, mais à ce moment-là, il est quand même plutôt RH. Il n'a pas démarré dans le domaine technique? Non, il y a une maîtrise d'histoire. Ah, effectivement. Bon, on va regarder jusqu'où on peut aller avec lui en termes d'évolution de compétences ou de mobilité géographique. Hein, il faut quand même se mettre dans la situation où on les met sur des postes qui peuvent aboutir à du vrai boulot après. En ce qui concernait l'autre, qui paraît-il pouvait même devenir chef de boutique, c'est qu'il va sur la plateforme et puis s'il part dans la fonction publique, il part dans la fonction publique. Ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que tant que les gens ne sont pas partis, ils sont là. Il y en a qu'on ne cherche pas à faire partir. Ces journées de repos sur le Tour de France, mais pas pour ces super techniciens venus de tout l'Hexagone. Chaque année, ils sont choisis par le boss d'Event Service, l'unité événementielle du groupe. Henri, 46 ans. Réunion tout de suite au pied du téléphérique. Oui, tout le monde, tout le groupe.
Alors, tout d'abord, hier, il y avait Louis-Pierre Vénès, qui est le directeur pour la France d'Orange et de France Télécom, qui m'a demandé de vous adresser ses félicitations. Ce que je vous retransmets. J'ai un bémol. Je vous connais tous, je vous recrute tous, et on a un contrat moral ensemble. Celui qui se sent pas bien, qu'il le dise. Mais s'il veut pas jouer les règles du jeu, il peut rentrer. Il n'y a pas de souci. Derrière, il y a des gens qui sont prêts à venir remplacer. Donc hier, ça m'a gâché la soirée. C'est fini. Hop. La parenthèse est fermée. Alors maintenant, je pense qu'il y avait une petite cérémonie. J'ai un peu de boule. Parce que chaque année, on perd un des éléments. On les perd pas, on les perd pas. Ouais. C'était pas mort. Même chez les cadors, on peut partir. Gilles dit chouchou et fonctionnaire. Il a trouvé à se recaser dans la fonction publique territoriale. Regarde le bidon. Par contre, le bidon, on peut enlever ça quand même, le bidon. Oui. Je pars de l'équipe parce que j'ai trouvé un poste dans la fonction publique au Conseil général du Morbihan, Val. Et j'embauche au 1er septembre, donc par définition, c'est mon dernier tour. Comme France Télécom n'autorise pas à sortir du bassin d'emploi, c'était une des solutions, c'est-à-dire d'aller dans la fonction publique. Après, il y a d'autres solutions, monter son entreprise ou démissionner. Bon, j'ai pris cette voie-là. On incite un peu les gens, les fonctionnaires, à partir Pas vraiment. Non. Le but du jeu, c'est de pouvoir aller sortir de la région parisienne. Pour certains, ça fait 20-25 ans qu'ils y sont. Et pour pouvoir se rapprocher de leur famille, leurs parents, leurs grands-parents. Toi, t'es fonctionnaire aussi? Moi, je suis fonctionnaire. Et... Ouais. Mais j'ai véritablement pas l'impression de l'être, vu le travail fait, vu les horaires parfois pratiqués. Donc on est... J'aime ça. Ouais, c'est l'adrénaline qui me fait l'événementiel. C'est véritablement ce qui me fait avancer. Hier, c'était une étape importante, grande étape de montagne alpestre. Après, à l'Obisque, ça va être une grosse étape. Pas de ligne, pas de réseau au sommet. Et une obligation de résultats pour les télés et les radios pour qu'ils puissent envoyer des images, du son. Ligne haute qualité, Internet haut débit et liaison spécialisée à la demande, même en journée de repos, la salle de presse, il faut que ça marche. Ici, c'est tout sauf une vie de fonctionnaire. C'est tous les jours monter, démonter, c'est dans l'urgence. Oui, c'est toujours dans l'urgence. On est toujours limite au niveau temps, ça n'a rien à voir. Puis c'est une autre ambiance, quoi. Je veux dire, là, il y a une convivialité entre collègues et toute différente de celle du boulot de tous les jours. Jean-Paul est entré au PTT il y a 30 ans comme électromécanicien. Il s'est formé sur le tas. Aujourd'hui, c'est un cador en commutation numérique. France Télécom est devenu Orange. Enfin, moi, j'ai eu cette impression-là pour rayer le terme France dedans, pour dire on est une boîte internationale. On a l'impression de bosser peut-être un peu différemment, peut-être plus efficace, mais peut-être avec beaucoup plus de stress aussi. On a l'impression au boulot d'avoir beaucoup plus la pression qu'on l'avait à l'époque, quoi. C'est vrai que si aujourd'hui je disais faudrait que je revienne il y a 30 ans, non, ça serait c'est plus la même boîte. On essayait de travailler de manière équivalente pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'essayait pas d'aller plus vite parce que le client il payait cher ou parce que c'était un chef d'entreprise ou à l'époque tout le monde passait au même niveau. Je pense que le service public il est quand même un minimum encore. Parce que si on faisait payer l'installation d'une ligne à Lyon, on va dire 40 €. Ou je sais pas, au fin fond de Tignes, où s'il n'y a pas d'équipement, il faut planter 40 poteaux. Si tout le monde devait payer ce qu'on engendre nous, le prix serait complètement fou, quoi. Donc le service public, pour l'instant, est toujours là, quoi. Après, je sais pas si ça va durer. Ça, c'est moins sûr, quoi. Mais l'avenir nous le dira, quoi. Après, tant que l'État a une partie de billes avec nous... Moi, je suis pas convaincu qu'avec 20%, l'État va rester longtemps avec nous, quoi. Faut voir après. Tout. Parce que petit à petit, on se débarrasse de nos... l'État se débarrasse de France Télécom, on ne sait pas ce qui va en advenir à l'avenir. L'avenir pour l'instant, c'est les clients ADSL. On les soigne. Bruno aura passé toute une journée sur son cas difficile. Dernière étape dans le central, finaliser le changement de ligne qui a débarrassé le client des perturbateurs électriques. Tu te mets dessus en esclave ? J'ai mis en ADSL 2+. Hein.
Bon bah c'est tout. Tu rebranches tout et tu te sauves. Hein. Merci Thierry. Hein. À demain. Bon, j'ai fini ma journée. J'ai fini ma journée. Enfin, on va essayer de profiter de cette fin de journée. C'est fatigant quand même. Ouais, tout à fait. C'est épuisant même. Parce qu'on nous demande beaucoup. Bruno rentre à sa base. À Ivry, Véronica a terminé sa journée. Et à San Francisco, la journée commence au laboratoire Orange Lab. Ngata a 41 ans. Né dans l'ex-Zaïre, en France ingénieur en optoélectronique, il est entré au centre de recherche des télécoms, le CNET, devenu depuis France Télécom Recherche et Développement. Et puis il s'est intéressé à ce qu'il y avait derrière les réseaux, les clients, la facturation, le business. Il a fait un MBA, technique plus business, ça donne architecte réseau. Ici, il dirige une équipe cosmopolite de super spécialistes. On a constaté tout simplement qu'avec l'arrivée d'Internet, les États-Unis étaient à la pointe de l'innovation. Donc il y avait beaucoup d'acteurs avec lesquels il fallait traiter et qui étaient sur le continent nord-américain. Dans ce contexte-là que je suis venu ici à San Francisco avec la mission de créer une unité de recherche qui va s'occuper de regarder les aspects réseau. Au même moment, pour Henri, départ dans la nuit. La mise en place du village technique sur la ligne d'arrivée, c'est pour 4 heures du matin. J'ai commencé au bas de l'échelle dans le groupe France Télécom, à une époque où il fallait 1 mois, 2 mois de délai pour qu'un client soit raccordé. Jamais on aurait pensé faire tenir de l'image et pouvoir vivre une arrivée du Tour de France, par exemple, sur ton écran de téléphone mobile. Les événements, c'est une vitrine. Donc si on peut arriver à amener des innovations, et pour les journalistes, et pour les organisateurs, on gagne le jackpot et on fait la pub le jour où on les commercialise. Hop, je double les gendarmes. L'étape l'an prochain pour moi, c'est d'essayer de mettre de la TV HD, de la TV haut débit, sur toutes les zones d'arrivée du Tour et de proposer de la TV HD dans les endroits les plus reculés. En amont de la vitrine, il y a le labo. À San Francisco, il simule une maison et un bureau avec tous les services possibles et imaginables. Dans le labo, on a des choses que tout le monde connaît. Il y a le téléphone, il y a la Livebox, il y a la set-top box pour connecter la télé. Donc, ce qu'on regarde, ce sont les mécanismes qu'il y a derrière, de façon à ce que si moi, je suis en train de faire du jeu en réseau à la maison, et puis en même temps, il y a mon enfant qui est en train de regarder la télé, où j'inverse les choses. On aura la vidéo de bonne qualité et les jeux de bonne qualité, puisque sur les jeux, par exemple, le temps de réaction est important. Donc là, le réseau est assez intelligent pour reconnaître ça et dire voilà le type de qualité qu'il faut fournir à ces services-là. En somme, la finalité de ces câbles et de ces machines, c'est des réseaux intelligents qui vendront au client Orange tout ce qu'il voudra, quand il voudra, sans qu'il se préoccupe de technique. Le centre névralgique, c'est les camions Orange. Avec des centaines de câbles, ils vont irriguer tout le village technique du Tour en service de télécom. Et le studio, vous le mettez où? Le studio, il est au fond, là-bas au fond. Ça y est? Et pendant ce temps, Ngata roule vers un événement typique de San Francisco, à la rencontre des startups qui inventent les services du futur. Pour des startups, c'est une opportunité de faire du business avec un grand acteur de télécommunications. Ce qui compte, c'est avant tout comment on va absorber toute cette innovation le plus rapidement possible et les transformer en business. C'est l'une des raisons essentielles de sa présence à San Francisco. Attirer dans les filets d'Orange les nouveaux venus les plus innovants de la Silicon Valley, juste au moment où ils sortent leur maquette de service. Ici, on repère les bonnes idées, on échange les business cards et plus, si affinité. So how do you protect the content? Yeah. You know this company, Orange? I've heard of it. Yeah. Here, I'll give you another one.
Au même moment, Luigi arrive au séminaire mensuel des managers Paris et 92. Où est Solène? Elle est à la boutique. Pourquoi elle n'est pas venue? Je pensais que c'était uniquement pour les managers. Petit problème, il a oublié d'amener son adjointe. Il se fait retoquer par le big boss Kowalski, son directeur distribution. Je te propose de me rejoindre. Ensuite, donc, je vais vous présenter donc, Olivier Bonneau, qui est responsable de la boutique de Colombe. Luigi, de la boutique Plastique. Et c'est l'adjointe. Et pendant ce temps, sur le tour, l'arrivée de l'étape approche. Orange, c'est du business, faut s'adapter en permanence à la demande. Nous avons une télé américaine qui vient de nous demander une ligne en urgence. Donc Christophe est en train de vérifier dans les boîtes. Apparemment, il faut tout de même ramper et passer sous le camion. 本届环法大赛当中，第3个山地赛段在阿尔卑斯山区进行最后的一Et qui salue par le toit ouvrant et par la vitre ouverte, le téléphone portable d'ailleurs, Nicolas Sarkozy. Nous avons des petites coupures avec la moto, nous allons nous dégager du dispositif parce que là je pense qu'il y a surcharge. Toute la machinerie de communication de la course qu'il ne faut pas oublier. Nous allons donc revenir à la course. Un avion qu'on a équipé de gamelles FH sur les ailes. Et qui reste en visibilité. Qui reste en visibilité. Sauf en étape de montagne où tu as un bond avec les stations. Comment tu fais pour suivre l'avion? Les France Télécom de la région apportent leurs connexions et leurs lignes, mais comme Henri l'explique au directeur local, ils sécurisent l'ensemble avec les grands moyens. Soit tu as une montagne. J'ai beaucoup de directeurs d'unité qui pensent que les gars ils viennent passer, voilà, ils voient des paysages, ils voient des montagnes, ils voient la mer, ils changent de région, ils mangent bien, sauf que c'est un boulot. Là pour cette zone-là, 300 lignes analogiques Méris, 150 ADSL, FDSL, j'ai que 4 gars pour faire ça, en moins de 2 heures. Voilà la productivité. On va trouver dans le groupe. L'an dernier, j'ai fait un appel d'offres sous-traitance. Tous ont été plus chers. Tous. Une discussion de café entre un délégué syndical et un collaborateur de la boutique, c'est fini. C'est fini. Voilà. Donc je voulais vous le dire parce qu'ils sont particulièrement casse-pieds. Si vous stressez, vos vendeurs seront stressés, et le stress, ça fait de la surpression, et la surpression, ça fait de la mousse, donc il faut mettre la bonne pression et pas mettre de stress. J'ai une pêche d'enfer, parce que la pêche que vous m'avez donnée en début de réunion, par tout ce que vous avez mis en œuvre, par votre enthousiasme, était très fort. Allez-y, faites-le filtrer demain dans vos équipes, dites-leur une chose, que vous avez la patate, que vous êtes content, qu'on va gagner, qu'on est les meilleurs. Parce que si vous leur dites ça demain, ils vont vous exploser tous les résultats. Le boss est content de lui, il a tenu ses troupes, mais il a fallu tomber la veste. Au même moment, à Marseille, la température monte aussi d'un cran. Ça s'appelle le dialogue social. Le dialogue social à l'entreprise n'est pas efficace. Pour le bruit qu'on peut se dire. Oui, mais c'est parce qu'il faut de part et d'autre, monsieur, pour être efficace. Parce que quand on repasse 3 fois un point. Nous allons entrer en réunion du comité d'établissement de la direction territoriale sud-est de France Télécom. La situation, elle est grave, dangereuse. France Télécom propose une carotte aux salariés, c'est-à-dire, si vous êtes sage, si vous vous sabordez correctement, si vous dégagez le cash-flow prévu par le PDG, éventuellement, les survivants auront un paquet d'actions dans 4 ans, si tout va bien. Ce week-end, le gouvernement vient d'annoncer la cession de 5 à 7% du capital de France Télécom. La stratégie de France Télécom n'a pour but qu'un affichage financier politiquement correct et qu'à satisfaire à court terme les actionnaires. Madame la Présidente. Je suis deuxième. En plus, doublement, je suis content parce que je me rends compte que je suis le premier vendeur de Paris. Ce sont des petits trucs qui encouragent, qui motivent. Sur le tour, après l'arrivée de l'étape, la caméra va laisser Henri à cet événementiel où il s'éclate.
À Paris, Alfred a gagné son voyage. Pas les Antilles, mais... Et à San Francisco, Ndiata est invité par son boss à donner son avis sur le nouveau visuel de l'accueil. France Télécom Recherche et Développement devient officiellement Orange Labs. Mais si tu mets de l'orange, est-ce que ce sera pas trop ton sur ton? Ouais, je pense que ça sera trop... Alors que là, quand même, on a... Là, le contraste est meilleur. Ouais. Scène de la vie d'un groupe, Orange et Orange, à San Francisco comme à Paris. Le 6, bien comme ça je le marque tout de suite sur le planning. Moi je connais bien mon métier, je connais bien ma partie, mais je sais que l'entreprise a aussi d'autres domaines sur lesquels elle travaille, que je connais peut-être moins bien. Mais oui, effectivement, on fait partie d'un groupe énorme en France, à l'étranger. Je veux dire, pour moi c'est une boîte, une grosse boîte, une grosse maison, une grande entreprise. Je travaille pour une compagnie multinationale, mais je travaille pour mon accomplissement personnel. Je m'accomplis, donc je me sens bien, je ferai du bon travail. Et tout ce que l'entreprise attend de moi, c'est ça. Notre directrice territoriale, je ne suis pas certain qu'elle ait des vues très précises de ce que veut vraiment faire l'entreprise. Parce que là, on parle de 22 000 suppressions d'emplois, mais bon, il faut voir... Et ceux qui vont rester, est-ce qu'ils vont gagner plus? Ça serait bien, mais je sais... je sais pense pas. qu'on a un quota d'heures supplémentaires qui est relativement limité. N'est-ce pas, Madame Lebon? Mais là, les choses commencent à changer côté réglementation. Il me semble. Voilà. Travailler plus pour gagner moins. Voilà. Non, mais... mais on est prêt à ouvrir des débats pour travailler, comme on dit, gagner plus pour travailler plus. Oui. Alors, j'ai bien entendu. Travailler plus pour gagner plus, alors ce serait mieux. Et c'est vrai que ce sera le débat. Mireille, 30 ans de maison, ça l'aide à faire le grand écart entre l'ancien et le nouveau. Car France Télécom devient Orange et c'est un monde qui change. Pour certains, c'est une promesse de réalisation personnelle. Pour d'autres, l'administration d'hier n'est pas encore tout à fait devenue un monde sans pitié, mais souvent ça y ressemble.